Qu'est-ce que tu fais pour rester longtemps jeune? Rester curieux. On peut, de nos jours, plancher peut-être sur les 3 ou 4 piliers, c'est-à-dire la nutrition, l'alimentation, la mobilité. Et je pense après, la troisième chose, c'est la culture. Et des mains dans l'eau froide. Ça, c'est un peu une lubie, ça. Ça, c'est vraiment un peu une lubie. Cher Marc Baumgartner, je suis très heureuse de te recevoir pour le 3e interview du NOL Club. 1 sur 9 millions des personnes ordinaires que je trouve en fait extraordinaires. Pourrais-tu te présenter pour nous dire un peu ton parcours brièvement? Merci beaucoup pour l'invitation, Sandra. Mon nom, c'est Marc Baumgartner, j'ai 56 ans. Je suis contrôleur du trafic aérien depuis 1991 à Genève, chez Skyguide. Et j'ai un hobby à côté de ma profession, qui est également le contrôle du trafic aérien, qui m'a permis de faire pas mal d'activités autour du monde, également en Suisse, avec des différentes études aussi sur le vieillissement dans un environnement de travail un peu prenant. Voilà. C'est à peu près, je sais pas. Ah oui, je suis marié, j'ai une fille de 22 ans qui étudie actuellement à l'EPFL en architecture. Et je vis dans le canton de Vaud. Merci beaucoup pour cette présentation. En fait, quand on entend ce parcours, tu es d'origine, tu es bernois, et puis comme j'entends, tu es parfait bilingue aussi. Et puis, donc, est-ce que c'est ta première formation, donc, ce parcours au contrôle aérien? Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser un rêve d'enfance, c'est-à-dire, pour être précis, en 8e année de scolarité, on devait présenter un métier. Et je voulais faire quelque chose avec des avions, mais pas forcément pilote. Donc, mon père a réussi à m'organiser une visite à la tour de contrôle de Berne-Bellemoos, et ça m'a fasciné. Donc, pour moi, c'est devenu quasiment une vocation. Après, j'ai fait l'école de commerce à Berne, et j'ai pu faire un stage dans le cadre de l'école de commerce, dans l'entreprise qui à l'époque faisait le contrôle du trafic aérien, qui s'appelait à l'époque Radio Schweiz. Et de là, j'ai fait les sélections, j'ai eu la chance de passer, j'ai fait la formation qui dure 3 ans et demi, et j'ai passé ça aussi, j'ai eu la chance. Et après, vu que j'avais des origines à travers ma maman, qui est jurassienne, je parlais un peu le français, on a de la famille en Romandie. Pour moi, c'était assez évident que j'allais aller travailler à Genève, parce que les 2 grands sites du contrôle trafic aérien en Suisse sont à Zurich et à Genève. Et déjà dans le passé, on n'a pas eu assez de Romans qui voulaient faire ce métier, donc on a pris pas mal de Suisses allemands qui étaient enclins de venir travailler à Genève pour faire ce métier-là. Donc tu as quitté Berne en 91, c'est ça? Oui, à peu près. Ouais. Et puis donc dans le parcours du contrôle aérien, à un moment donné, tu as très vite, tu t'es beaucoup intéressé en fait au stress. Ce travail en fait qui est terrible j'imagine pour toi et tes collègues, parce que c'est une responsabilité énorme. Donc tu t'es tourné à un moment donné pour faire des études à Paris pour la psychologie, c'est ça? Alors nous, on a ce qui est très intéressant dans ces activités annexes au métier, qui est un métier où on travaille H24, 35 heures, il y a aussi la possibilité de devenir actif au niveau de l'association professionnelle. Et moi, j'ai eu la chance, de nouveau, de pouvoir participer à des activités à travers l'association suisse des contrôleurs, dans la Fédération mondiale. Et là, on a rencontré des chercheurs. Très souvent, les chercheurs sont assez intéressés de venir auprès de nous, dans la profession, la fédération qui représente la profession, pour trouver, entre guillemets, des cobayes. Quand il s'agit de faire des mesures sur le stress, sur les nouveaux outils de travail, peut-être aussi trouver des nouvelles ergonomies, des nouvelles formes de travailler, tout ça. Et on a eu un échange très longtemps sur le stress avec des chercheurs français qui nous ont invités à suivre après des formations. On était 2 à faire un diplôme universitaire en psychologie, en traumatologie, en traumatisme psychologique à Paris. Ça, c'était très, très intéressant. C'était nos professeurs à l'époque, c'était toutes ces personnes qui avaient fait
les retraits des colonies en France, qui avait mis en place aussi des cellules d'urgence médico-psychiatrique et psychologique suite aux attentats à Paris, la Saint-Michel et des choses comme ça. Donc c'était vraiment des gens qui avaient du vécu et qui pouvaient nous transmettre du vécu. Pourquoi l'intérêt? L'intérêt de faire ces formations pour nous, c'était on a vu que dans les années 70, 80, où il y a eu quand même pas mal d'accidents d'avion, encore beaucoup plus qu'actuellement, parce qu'on a augmenté la sécurité, mais à l'époque, il y avait quand même encore pas mal d'accidents d'avion, que les gens au sol, c'est-à-dire soit des gens qui s'occupaient de l'avion avant qu'ils partent, ou les contrôleurs du trafic aérien, pouvaient être extrêmement impactés par des accidents comme ça. Et là, nos collègues canadiens avaient fait appel à des psychologues du travail qui avaient commencé à faire des formations pour gérer le stress lié aux incidents critiques. Et donc, ça, c'est devenu une thématique aussi pour les chercheurs, très intéressant. Et ils avaient besoin de praticiens, et c'est pour cette raison qu'ils nous ont invités. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir aller une fois par mois, 2-3 jours à Paris, à faire des études à ce sujet-là. Et comme j'ai dit, les intervenants et aussi les autres participants étaient tous des gens extrêmement intéressants, qui venaient d'un monde qui n'était pas du tout le nôtre, c'est-à-dire c'était des gens qui étaient plutôt dans les soins aussi psychiatriques et tout ça, qui faisaient cette formation avec des profs qui, comme je l'ai dit, qui avaient vécu le retrait des colonies, la France des colonies, et qui avaient fait aussi, après, mis en place toute cette structure de soutien psychologique en cas d'incidents graves, et tout ça, c'est vraiment, c'était très chouette, et on apprend aussi beaucoup. Après, revenir sur la gestion du stress, donc après on a mis en place ces gestions du stress dans le domaine du contrôle du trafic aérien, parce que là aussi, quand nous on a débuté, on disait « tu as été sélectionné », c'est vrai, on a été sélectionné, hein, 1 sur 800. Du moment des candidats qui s'inscrivent à la sélection à ce qu'il y en a un qui termine, on était 800 actuellement, on a changé un peu les manières, donc il faut toujours à peu près 400 personnes qui s'intéressent à la profession pour en sortir un ou une. Et donc on disait, bon, on t'a sélectionné, t'es résistant au stress et tout ça. Donc ça c'était aussi l'époque où on disait que c'était un peu partout, il y avait des super-héros. C'est qu'avec après les guerres du Vietnam et tout ça, on a compris que, par exemple, la guerre du Vietnam, il y avait plus de morts, de suicides des vétérans du Vietnam que des gens qui sont morts sur le terrain. Sur le terrain, c'est terrible. C'est terrible. Et donc, c'est ces choses-là aussi, que c'était une mode qui est venue peut-être aussi des États-Unis, qui est venue chez nous. On a dit, oui, même si vous êtes des super-héros, entre guillemets, des gens sélectionnés, hein, pas des super-héros, mais des gens sélectionnés qu'on a sélection pour certaines aptitudes, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des êtres humains qui pouvaient développer du stress aigu par rapport à des choses qui sont importantes pour vous. Et ça n'a pas forcément à voir... Chez nous, après, il y avait la problématique. Normalement, quand tu arrives quelque part, il y a une bombe qui explose ou quelqu'un tire, tu as des réactions. Donc ton corps réagit d'une manière assez automatisée. Et ça laisse peut-être après un ancrage dans le cerveau qui peut amener à des réactions tout à fait normales liées à un incident critique. Mais très souvent, il y a aussi du sang, de l'odeur, des impressions visuelles qui, chez nous, quand on fait une séparation, ne sont pas forcément là. Donc, il y a des fois des moments où il y a 2 carrés. Chez nous, les avions sont représentés par un carré et une étiquette, se rapprochent très près. Et donc, c'est plutôt des effondrements symboliques de ce qu'on fait que quelqu'un qui, par exemple, arrive sur un accident de voiture ou est témoin d'une scène violente et où ça peut provoquer quelque chose un peu plus dans les autres sens. Oui, c'est plus par rapport à l'œil, en fait, de ce qu'il voit. Oui. Hein, et puis, surtout, la responsabilité qui est engendrée. Et ça, c'est compliqué. Mais concrètement, c'est quoi? C'est des congés que ces gens reçoivent? Ou quel est le suivi finalement? Concrètement, ce qu'on a mis en place, et après on a aussi beaucoup lutté afin que ça devienne une obligation. Chez nous, dans l'aviation, beaucoup de choses se font uniquement quand c'est une régulation. C'est-à-dire, il faut que quelqu'un dise « c'est une loi ». Et après, ça se fait. Et donc, ce qu'on a mis en place, maintenant, c'est devenu une loi après une quinzaine d'années, donc ça fait depuis 2019.
Moins peut-être 2019, où c'est devenu une loi, donc tous les fournisseurs de services de contrôle du trafic aérien dans l'Europe, ils doivent mettre ça en place. C'est des systèmes de gestion de stress liés à des incidents critiques. Et là, après, il y a différentes formules. Nous, pour la plupart, en Europe, on suit un standard américain, où on a après des formations, où on peut garantir un certain niveau de formation. On peut certifier les formateurs aussi, et on peut être sûr qu'il n'y a pas trop de dérives parce qu'il y a beaucoup. C'est un marché très intéressant, c'est un marché aussi qui a grandi, parce qu'on a le droit maintenant de parler. J'ai subi un traumatisme, j'ai très mal vécu ça, et donc ça, c'est devenu une mode, et donc pour cette raison, nous, on a essayé de suivre un standard un peu à l'américaine qui a fait ses preuves, et qui est sous forme de... On prend des collègues de travail, on les forme, on appelle ça après des pairs, et eux, ils font très souvent des interviews comme on fait nous. Comment tu te sens après l'incident? Et pour certains, après certains incidents, c'est obligatoire. Donc on doit avoir un entretien avec un pair, et dans d'autres situations, un téléphone suffit pour dire comment tu te sens? Je me sens bien, je n'ai pas besoin, ou alors non, j'aimerais bien t'en parler un peu. Et donc ça, c'est des entretiens quand il y a des grandes catastrophes, c'est-à-dire quand il y a des accidents avec peut-être même des victimes, proximité de l'aéroport, ou des choses qui sont aussi liées à des équipages qui décollent, où tout le monde se connaît sur un petit aéroport et ils ne reviennent plus. Donc, ces choses-là, on fait appel quand même à des structures un peu plus robustes, c'est-à-dire on va faire aussi dans le groupe ce qu'on appelle des débriefings. Et s'il y a certaines des personnes qui n'arrivent pas à ce qu'on leur donne, donc c'est un peu comme mettre un pansement, un désinfectant sur une plaie. Mais si ça guérit pas cette plaie, là il faut faire appel à des psychologues, donc à des professionnels. Et c'est ce qu'on fait aussi. Donc tous ces programmes ont besoin d'un psychologue, mental health, professional, qui chapeaute tout ça, afin qu'il n'y ait pas tout d'un coup le contrôleur qui est formé pair, qui dit « Ah bon, écoute, je vais te donner un médicament, ou tu peux rester 2-3 jours à la maison ». Toutes ces choses-là, on veut vraiment avoir que ce soit cadré pour aussi pouvoir se justifier envers l'employeur, mais aussi les organes de surveillance, vu que tout est beaucoup régulé. Donc finalement, tu es quand même très spécialisé dans cette gestion par rapport à Swiss Guide ou bien au contrôle aérien suisse. Alors, tu as quand même, si je ne me trompe pas, tu as aussi présidé à un certain moment l'Eurocontrol. Alors, pas tout à fait. Non. J'ai eu la chance aussi, après, dans mes activités qui étaient liées à la fédération. Dans la Fédération internationale des contrôleurs du trafic aérien, on représente les intérêts professionnels et techniques d'à peu près 50 000 contrôleurs dans plus que 130 pays dans le monde. Et j'ai fait 4 ans la présidence en Europe et après 8 ans la présidence au niveau mondial. Et à partir de là, une fois que j'ai arrêté en 2010, donc j'ai arrêté en 2010 d'être président, donc tout ça c'est mon hobby, hein. Je précise pour après revenir aussi à ce que tu disais avant, pour ce que je fais dans mon métier avec mon employeur qui s'appelle SkyGuide. Donc après la présidence, j'ai postulé pour un des groupes de régulation en Europe qui régule le domaine du contrôle du trafic aérien, et j'ai été choisi. Et au fur et à mesure, j'ai présidé après un de ces groupes, il y en a 2 en Europe, qui mesurent la performance du système de contrôle du trafic aérien. Parce que c'est des systèmes de monopolistes. Donc il n'y a pas le marché qui joue. Donc on choisit d'avoir des organes de régulation qui essayent après d'influencer la performance des différents monopolistes. Et donc, dans une de ces commissions, j'ai pu présider après, en 2019, où j'ai pu faire ça. Mais pour revenir au niveau de SkyGuide, quand il s'agit du Critical Incident Stress Management, donc de ce programme de gestion du stress lié à des incidents critiques, moi, j'ai pas un rôle, je suis un des pairs, je participe. Et oui, au début, c'est nous qui avons, grâce aux contacts internationaux, amené l'idée
On a beaucoup aussi fait en Europe afin que ceux qui sont motivés se parlent. Et on a aussi amené les chercheurs qui étaient nos professeurs, à rencontrer les inventeurs du standard américain et les Japonais qui étaient aussi en train de travailler dessus. Donc on a réussi à faire créer un espèce de cercle, tout ça. Mais c'est géré par quelqu'un de professionnel, donc une psychologue qui est professionnelle chez nous. En 2019, tu as, avec la Confédération, tu as été mandaté de faire une étude. Pourrais-tu nous parler de cette étude? Oui, alors c'était donc, petite excursion pour mettre le cadre. Le contrôle du trafic aérien en Suisse est 100%, la Confédération est 100% propriétaire du capital des actions. Le Conseil fédéral gère l'entreprise à travers des objectifs stratégiques. Et les objectifs stratégiques, après, c'est le conseil d'administration qui doit les transmettre et les mettre en place ensemble avec le comité de direction. Et en 2020, donc c'était en 2020, tout juste avant le Covid, le Conseil fédéral a dit il faudrait quand même ajuster un peu l'âge de la retraite des contrôleurs du trafic aérien, qui était à l'époque 56 ans. Et ça venait parce que si au niveau fédéral, quelqu'un veut avoir une exception au niveau de l'âge de la retraite, c'est le Conseil fédéral qui doit décider de ça. Donc jusqu'à présent, jusqu'en 2020, il y avait les douaniers, et il y avait les instructeurs militaires et les contrôleurs du trafic aérien qui bénéficiaient d'une telle exception de pouvoir partir avant l'âge de la retraite normale. Voilà. Il y a les cantons, certains cantons qui font ça aussi pour leur corps de policiers, de pompiers, il y a d'autres métiers. Mais au niveau confédération, c'était le Conseil fédéral. Bon, bref, après, il y a le Covid qui arrive, plus de trafic, plus d'argent, tout ça, la Confédération nous a soutenus, comme d'ailleurs tous les autres pays ont soutenu leurs fournisseurs de services, parce que du jour au lendemain, donc nos rentrées, c'est un avion qui survole, kilomètre-tonne, on reçoit de l'argent. Et donc, quand la Confédération a décidé de nous amener de nous donner de l'argent pour pouvoir faire face à la crise, c'était pas donné, c'était des prêts, des choses comme ça. Là, c'était plus, il faudrait ajuster l'âge de la retraite des contrôleurs, c'était, on aimerait 60 ans. Donc il y avait une butée. Et c'est à ce moment-là que moi, je suis allé voir le directeur de l'entreprise pour lui demander si on pouvait pas faire une étude, parce que c'était quand même 4 ans de plus de travail dans un environnement où on attend quand même de tout le monde, peu importe l'âge, peu importe comment on se sent, une performance qui est toujours très proche de la perfection. Et donc, le directeur ainsi que les syndicats étaient d'accord de faire une étude. Donc on a pu faire une étude et j'ai eu vraiment la chance, vraiment ça, je suis encore aujourd'hui très, très content et vraiment ça me touche que j'ai pu faire ça. On a fait une étude. Donc on a fait un appel d'offres et tout ça, pour savoir, le titre c'était « Est-ce qu'il y a un déclin psychocognitif dû à l'âge ?» Est-ce qu'on peut mesurer ce côté où on a l'impression « Oh, je suis un peu plus lent » ou « Je suis peut-être là, j'ai peut-être oublié quelque chose ». C'est pas si grave que ça, pas seulement dans la profession, hein, je dis, mais en règle générale, on a l'impression qu'il nous faut un peu plus d'efforts, tout ça. Est-ce qu'on peut mesurer ça dans le cadre de la profession ? Donc on a fait une étude de 13 mois qui est effectivement, on a fait à peu près 47 tests. On a testé 47 tests sur les différents contrôleurs. Tous les contrôleurs, pratiquement tous les contrôleurs, il y a eu une participation de 80% des gens qui a participé. Et on a trouvé, oui, effectivement, on peut mesurer avec certains tests, on peut mesurer un déclin de vitesse et un déclin de précision. Donc, après, maintenant, bon, ça c'était l'étude qu'on a faite et il y a eu des recommandations. Comment prolonger une carrière sans que ces effets du vieillissement, entre guillemets, empruntent sur la performance des contrôleurs. Et ça, c'est ce qu'on est actuellement en train de transposer, ces recommandations, parce que le contrôle du trafic aérien, c'est une profession H24. Et ça veut dire on fait des nuits, on fait des tôt, on fait des tards. Et au niveau de la régénération cellulaire, c'est tout ça qui ne va pas. Donc, quand on vieillit, je ne comprends rien à toutes ces choses-là, mais j'essaye toujours d'expliquer. À travers, nos cellules
se multiplient tous les jours. Et les cellules, dans cette multiplication, il y a beaucoup de déchets. Et ce déchet, on peut l'enlever à travers le sommeil. Le sommeil est réparateur pour ça. Donc c'est un peu comme s'il y avait comment on dit ça en français? Ça m'échappe là pour l'instant, je m'excuse. Non, mais le sommeil est réparateur quand il y a autant de déchets, et au niveau cellulaire. Et si on doit travailler à ce moment-là, c'est effectivement des choses qui amènent à peut-être amener une petite détérioration au niveau des performances. Et donc, pour cette raison, les mesures ne sont pas simplement comment on va essayer d'avoir que des gens qui sont aptes à faire le métier là-dedans, mais leur donner aussi des outils. Donc, la lumière est très importante, l'ergonomie est très importante, mais également des horaires peut-être un peu adaptés. Donc, on peut peut-être aussi choisir de ne plus faire les nuits, ce qui est le cas actuellement. À partir de 49 ans, les gens peuvent dire « oui, j'aimerais faire des nuits » ou pas. Mais, donc ça, c'est des choses comme ça qu'on est en train de mettre en place, et afin de pouvoir permettre aux gens qui devront rester jusqu'à 60 ans d'avoir une carrière ou une fin de carrière entre guillemets honnête et correcte aussi, pas que ce soit que de la souffrance en fin de carrière. Ouais. Donc c'est très intéressant de mettre ça en place. Mais autrement, pour toi, en tant que personne privée, je sais que tu as aussi une fille de 22 ans qui fait l'EPFL et d'ailleurs qui fait un stage d'architecture ici à Bienne. Qu'est-ce que tu souhaites lui transmettre en fait pour l'avenir, et qu'est-ce que tu lui as donné comme valeur passée? C'est difficile, il faudra lui demander à elle, hein. mais je pense qu'il faut rester curieux. Il faut rester curieux parce qu'on vit quand même une période très, pas difficile, mais je dirais assez complexe. Le monde est devenu assez complexe. On était peut-être un peu bisounours jusqu'à présent. Donc la génération baby boomer, je suis tout juste trop tard, mais disons, on a quand même vécu 40, 50 ans de paix relative, de parcours solides, des perspectives, tout ça. Et tout ça, c'est devenu un peu plus complexe. Il y a vraiment des environnements qui font que aussi on ne peut plus être si sûr que ça. Il y a la politique, quand on voit ce qui se passe dans les différentes régions du monde, il y a quand même beaucoup de chamboulements, des tendances où on s'attend où on va aller. Même chose aussi, les défis qui nous attendent, avec le réchauffement climatique, avec des déplacements de milliers, de millions de personnes au niveau de tout ça. Mais pour revenir à la question, les valeurs, je pense, c'est la curiosité. Rester curieux, essayer de aussi réfléchir à comment on pourrait amener des développements typiquement qui vont peut-être pas sauver la planète, c'est peut-être trop ambitieux ou trop idéaliste, mais qui peuvent réduire l'empreinte de l'être humain, tout ça. C'est difficile d'essayer de transporter. L'honnêteté, la curiosité, la culture, toutes ces choses-là, oui, voilà, oui, ouais, ça c'est ouais. La culture est très importante. S'il n'y a plus rien qui vous reste, c'est la culture peut-être qui va vous sauver. Donc ça c'est aussi très important à transmettre. Oui, tout à fait. Et si je pense à justement ces années, on a les mêmes années de naissance d'ailleurs, qu'est-ce que tu utilises comme anti-âge? Qu'est-ce que tu fais pour rester longtemps jeune? Rester curieux. Ben, c'est ça aussi. Bon, après, il y a quand même aussi, on peut faire, de nos jours, on a tellement accès aux informations, on peut prendre soin de son alimentation, on peut faire du sport qui est adéquat à soi. Donc, il ne faut pas forcément aller faire du triathlon, mais on peut, de nos jours, avec toutes les informations qu'on a à disposition, plancher peut-être sur les 3 ou 4 piliers, c'est-à-dire la nutrition, l'alimentation, la mobilité, rester mobile, rester aussi à notre âge, faire un peu de musculation pour que quand on tombera à 85 ans, qu'on ne se casse pas tout de suite la col de fémur, des choses comme ça. Et je pense après, la troisième chose, c'est ce que je viens de dire aussi, c'est la culture. Tout à fait. C'est la culture, le réseau d'amis aussi, très important. On sait que ça peut aussi être la stimulation cognitive et tout ça,
qu'on maintienne ça. Donc, mettre ça en place si ce n'est pas déjà le cas. Mais le côté culturel, oui, le côté culturel. Ça, et puis des bains dans l'eau froide. Et les bains dans l'eau froide, oui. Et des bains dans l'eau froide. Ça, c'est un peu une lubie, ça. Ça, c'est vraiment un peu une lubie. Mais moi, je fais, oui, ça fait quoi? Ouais, tout juste avant le Covid, j'ai fait un cours de Wim Hof. Ouais. C'est cette méthode de Hollandais, là, c'est vraiment, on apprend à respirer différemment. On apprend après à faire des bains de glace. Et ça, j'adore. Donc, c'est des sensations qu'on peut... J'aimerais pas dire que c'est du biohack, mais on arrive biohack dans ce sens où on peut hacker son propre corps, mais on peut créer des stimulés, des impressions corporelles qui sont exceptionnelles. Donc moi, je trouve exceptionnel, et après qui amène aussi son lot d'endorphines, de dopamine, qui font aussi que c'est des hormones de bonheur qu'on peut produire soi-même, avec très peu de choses en soi. C'est ça qui est fascinant. Extraordinaire, tout à fait. Mais en fait, on est déjà arrivé un peu au bout de notre interview. Moi, je remercie les gens qui nous écoutent pour le NOL Club. Et puis, vous trouvez nos podcasts donc sur Apple Podcasts, sur YouTube, les interviews et sur RSS et sur Spotify. Merci pour votre écoute. À bientôt.